Constitution d'impact de logements durablement abordables. Je ne vous apprends rien, ce sont les objectifs du dispositif. Le BRS, est-ce qu'il modifie, et si oui, comment, le rapport qu'entretiennent les habitants à leur quartier, leur environnement et plus largement à la fabrique urbaine? C'est de ça dont on va se parler dans l'heure et demie qui vient. Et tout de suite, j'invite 6 experts à me rejoindre sur scène. Olivier Sensetti, chargé de projet chez Habitat Participatif France. Sandrine Guégan, directrice de la promotion immobilière Kéredes Promotion Immobilière. Cécile Hagman, directrice générale de la coopérative foncière francilienne. Audrey Linkenheld, sénatrice du Nord. Isabelle Ray-Lefebvre, journaliste. Et Catherine Sabat, déléguée générale de IDEAL, l'Institut des hautes études pour l'action dans le logement. Je vous laisse prendre place autour de moi. Alors, lors de cette séquence, on va s'interroger notamment sur les impacts réels du BRS sur la mixité sociale dans les quartiers, sur les synergies possibles entre BRS et habitat participatif et plus largement sur les moyens de favoriser une meilleure participation des habitants dans la gestion de leur habitat, avec l'idée peut-être qu'il faut sortir du discours selon lequel le BRS ne change rien à la propriété pour mettre en avant d'autres valeurs du dispositif. Je pense que c'est un sujet qui va nous animer sur cette séquence. Alors peut-être au départ, on peut revenir aux objectifs premiers du BRS. Je viens d'en rappeler quelques fondamentaux. Audrey Linkenheld, vous êtes à l'origine de l'inscription dans la loi Allure du dispositif OFS-BRS. Comment est-ce que vous appréciez aujourd'hui le dispositif au regard en particulier de l'objectif de mixité sociale ? Alors d'abord, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de me retrouver parmi ce réseau foncier solidaire France, dont je n'oublie pas qu'il a été créé à Lille. Et je salue tous ceux qui y ont contribué, Lillois et autres. Aujourd'hui, je pense que l'objectif de la mixité sociale et générationnelle, et même fonctionnelle, même si ce n'était pas forcément inscrit dès le départ dans le dispositif, je pense que cet objectif, il est atteint. Dès le départ, l'accession durablement abordable était faite pour ça, c'est-à-dire en tout cas parmi les collectivités qui ont réfléchi à son origine, on parle d'avant 2014, l'idée c'était bien de permettre une accession abordable à la propriété à des familles aux revenus modestes ou moyens qui n'étaient plus tout à fait éligibles au logement social ou en tout cas n'avaient plus envie de rester locataires, mais n'avaient pas les revenus pour accéder classiquement à la propriété dans leur ville et donc en général dans des grandes villes tendues dont les prix du foncier et de l'immobilier en général étaient trop élevés pour leurs ressources. Donc je pense que de ce point de vue-là, l'objectif est atteint. La plupart d'ailleurs des opérations, me semble-t-il, sont des opérations mixtes. C'est-à-dire qu'on n'a pas seulement permis à certaines familles de rester dans la ville, mais on a créé aussi la mixité à l'immeuble ou à l'opération, ce qui pour moi est j'ai envie de dire, le deuxième effet qui se coule des opérations BRS. Merci. Sandrine Guégan, pour rebondir sur ce que vient de dire Audrey Linkenheld, quels résultats vous observez-vous sur le terrain ? Quels sont les profils qui accèdent à la propriété grâce au BRS et quels sont les leviers que vous pouvez utiliser pour promouvoir la mixité sociale ? Bonjour à tous. Oui, en effet, mixité sociale sur les opérations, elle est nécessaire pour l'équilibre des opérations. Nous, les profils qu'on a, KPI, Kéredes Promotion Immobilière, excusez-moi pour l'acronyme, notre production, elle s'oriente essentiellement sur du BRS, parce que ça représente 65% de nos acquéreurs. Les profils sont essentiellement des personnes seules sans enfants ou des familles monoparentales et des jeunes de moins de 30 ans, moins de 40 ans. C'est la cible clientèle qu'on a le plus fréquemment sur nos opérations. Et en effet, on est plutôt sur des opérations mixtes pour pouvoir... et je l'ai déjà dit, comme je vous disais que je n'étais pas très à l'aise avec l'exercice. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Donc, merci, c'est gentil. Donc, vous pouvez reposer les questions correctement. Je vous en prie. En fait, la question, c'était de voir, vous, au regard de votre activité au quotidien, ce que vous observiez, en quoi le BRS permet cette mixité. Alors, il y a toujours des dispositifs. Des fois, on a des objectifs et puis les politiques ne répondent pas. Enfin, en tout cas, les résultats ne sont pas là derrière. Vous, chez Kéredes Promotion Immobilière, qu'est-ce que vous pouvez observer justement sur cette mixité et en quoi le BRS le permet ? Le BRS, c'est un dispositif d'accession sociale. La mixité, elle se fait par différents types de produits.
Et aujourd'hui, le BRS prend beaucoup plus de place dans le cadre de la proportion dans les programmes, et notamment sur la mixité, puisqu'on est, avec la hausse des plafonds de ressources, on a eu des évolutions des politiques de l'habitat qui ont, en tout cas à Rennes Métropole, travaillé sur cette opportunité de plafond de ressources pour pouvoir créer des différents niveaux de BRS qui va cibler des personnes avec des plafonds de ressources différents. Et donc, ça nous permet, nous, coopérative HLM, de pouvoir équilibrer nos opérations en créant de la mixité sociale à l'intérieur, puisqu'on va avoir du BRS produit social, donc avec des plafonds de ressources qui vont cibler des personnes ou des déciles sous plafond PLUS plus 25%, et puis un BRS intermédiaire qui était anciennement de l'accession maîtrisée ou accession coopérative, qui, eux, vont aller chercher des acquéreurs sous plafond de BRS, sous plafond à 90% des plafonds BRS, ce qui permet de créer de la mixité au sein des opérations et nous de donner la capacité financière de pouvoir les mener jusqu'au bout. Merci beaucoup. Isabelle Ray-Lefebvre, vous êtes journaliste. Ça me fait bizarre de vous voyez, hein, on fait le même métier, donc pardon pour cette petite insertion. Le premier effet du BRS, c'est évidemment la mixité, c'était l'objectif de départ, on vient d'en parler, mais c'est aussi, et ça c'est un point sur lequel vous appuyez beaucoup, et c'est en ça que peut-être ça modifie la ville, c'est le fait de permettre un parc abordable, durable. Oui, tout à fait. Et donc, c'est un élément de mixité sociale. Et puis aussi, ça permet de combattre un phénomène qui était un peu à l'œuvre à bas bruit, qu'on appelle, enfin, que l'INSEE a révélé il y a 2 ans, des multipropriétaires, c'est-à-dire des gens qui détiennent plus de 5 logements. Il y a 1 million de ménages en France, soit 3,5% des foyers, qui détiennent plus de 5 logements, soit directement, soit par le biais de SCI, et qui ont une vraie emprise sur le parc locatif privé au cœur des villes. Et donc, ce n'est pas la crise pour tout le monde du logement. Et donc, il est important que dans les villes, il y ait pas que du logement HLM ou financiarisé qui appartiennent à des investisseurs, mais à des propriétaires ou des quasi-propriétaires. La deuxième chose que créent les OFS BRS, c'est de créer un nouveau statut un peu hybride entre la propriété et les locataires. Certes, les gens n'ont pas le droit, les titulaires de BRS n'ont pas le droit à la plus-value, mais d'une certaine manière, en achetant, entre guillemets, moins cher, 30 à 40%, on peut dire que la plus-value, ils l'ont tout de suite, certaine, immédiate, au moment où ils en ont besoin. Et après, ils n'en auront plus. Et bien sûr, ils n'ont pas le droit de louer, sauf exception, de sous-louer. Donc, ils n'ont pas tout à fait les droits des propriétaires, mais ils ont beaucoup plus de droits que les locataires. Et donc, je trouve que cette hybridation entre locataires et propriétaires, et qui fait que le logement doit être utilisé en résidence principale par des habitants, est très intéressant. Merci. Catherine Sabat, c'est un point sur lequel vous vous rejoignez. Quand on a préparé, vous étiez à peu près tous d'accord pour dire qu'effectivement, la modification du rapport à la ville, elle se faisait peut-être plus au regard de la modification de la propriété et de comment on habite. Oui, alors moi, bonjour à toutes et à tous. Moi, je voulais dire que le BRS améliore le droit à la ville, et peut-être plus qu'on le pense. Parce que, en fait, en préparant cette conférence, j'ai réécouté Henri Lefebvre, et dans une conférence ou une interview en 72, il disait qu'on n'était pas encore arrivé, on était tout au début de l'ère urbaine, après l'ère agraire, après l'ère industrielle. Donc c'était en 72, donc ça fait quand même un certain temps, mais peut-être qu'aujourd'hui, on arrive à une certaine maturité. Et ce qu'il disait, c'est que pour définir cette nouvelle ère urbaine, il fallait inventer un langage, réinventer des concepts, et pour garantir le droit à la ville et le droit à la non-spécialisation des espaces, c'est-à-dire à la non-ségrégation. Et aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, il y a bien un nouveau langage. On parle d'une propriété qui n'est pas tout à fait une propriété, qui n'est pas non plus de la location, donc elle n'est pas encore peut-être tout à fait assez définie. Peut-être qu'il faudra lui trouver un nouveau nom, je ne sais pas. Certains
estiment qu'elle est dégradée. Moi, je pense plutôt, Cécile aussi, qu'elle est augmentée. On pourra revenir dessus. C'est des nouveaux concepts, des nouveaux montages, des nouveaux acteurs très divers. On l'a vu ce matin. Et peut-être que l'évolution fera faire un peu de ménage dans cette grande variété d'acteurs, puisqu'on a vu aussi que certains n'étaient pas les plus vertueux. Et puis, le but du jeu étant quand même une démarchandisation des sols qui pourrait avoir l'importance d'une réforme agraire. Donc la réforme agraire, c'était le fait de retirer les sols d'un système féodal. Là, c'est de retirer les sols d'un marché spéculatif. Et donc rendre le logement non spéculatif durablement, sans éviter ou sans empêcher de capitaliser sur un logement, puisqu'on peut quand même se faire une petite épargne. Mais en tout cas, il y a cette notion d'inventer quelque chose. Et Henri Lefebvre, je le cite encore, disait que c'était bien une réforme agraire, donc réforme, mais qui avait eu des conséquences qui étaient révolutionnaires. Et peut-être qu'aujourd'hui, le BRS, c'est un outil qui va rentrer dans les politiques publiques comme un outil ordinaire, comme le disait Renaud Père ce matin, mais qui a peut-être une portée beaucoup plus importante qu'on ne l'estimait au départ et qui est révolutionnaire. Audrey Linkenheld, vous saviez déjà alors. Non, mais parce que j'ai répondu un peu sagement tout à l'heure à la question directe que vous m'avez posée. Mais si on reprend l'intitulé de la table ronde sur le rapport à la ville, il faut rappeler la genèse de ce dispositif OFS et BRS, puisque ce qui nous a inspiré, ce sont les Community Land Trusts. Et j'en profite pour saluer, je crois qu'on a des collègues européens dans la salle avec lesquels on a dès le début essayé à la fois de travailler ce que pourrait être une modernisation ou en tout cas une adaptation à la France des Community Land Trusts et en même temps leur développement. Les Community Land Trusts, donc, ils sont nés à la fois aux États-Unis, se sont développés plus récemment en Belgique ou en Angleterre. Au départ, puisqu'on est dans un système qui n'est donc pas français, il y a aussi, comment on dit, l'appropriation par les habitants de leurs terres et de leurs communes. Alors c'est moins adapté au système français parce qu'on est quand même dans un droit de l'urbanisme assez régulé si on se compare aux États-Unis ou à l'Angleterre par exemple, et donc où on a moins besoin qu'à un moment donné des communautés au sens vraiment anglo-saxon du terme, donc des minorités aussi parfois, y compris ethniques, s'approprient des terrains qui leur sont refusés par les pouvoirs publics ou par la collectivité. Donc nous, en France, on a moins besoin de ça, mais ça vient quand même de cet état d'esprit-là. Donc comment on redonne de la place aux habitants dans nos villes, comment ils se réapproprient le foncier. C'est ça qui nous a fait réfléchir au départ, mais je pense qu'on y reviendra, dans un réseau qui n'était pas celui du foncier, mais qui était celui de l'habitat participatif et qui partait justement de la participation des habitants et qui croisait les enjeux de participation et de régulation que vous avez très bien rappelé. Comment on fait que nos villes soient ouvertes à tous, quels que soient les revenus et quelles que soient aussi du coup les origines culturelles éventuellement. Merci beaucoup. Cécile Hagmann, au vu de ce qui vient déjà d'être dit, quels effets en tout cas on peut attendre des projets BRS sur les territoires pour justement faire en sorte que cette appropriation, en tout cas cette conception du foncier, des sols, la révolution agraire du BRS, si je puis dire, se traduise concrètement dans les territoires? La question n'est pas évidente. Non, en fait, la question qu'on peut se poser collectivement, c'est qu'est-ce qu'on peut attendre du BRS. Et c'est la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on peut attendre du BRS comme levier ou vecteur de modification, en fait, à la fois par l'urbanisme, mais aussi par l'occupation. Moi, une des questions qui m'anime en ce moment, c'est finalement, est-ce que les acquéreurs en BRS
porte une particularité en tant que telle. Est-ce qu'ils se sont levés le matin en se disant « je vais acheter un logement au BRS ». Je ne crois pas. Je pense que le BRS est l'opportunité pour un certain nombre de Français d'accéder à la propriété avec des contraintes économiques qui sont compatibles avec leur capacité. Et donc on investit beaucoup ces ménages de vertu qui finalement ils n'ont pas particulièrement de devoir à être plus vertueux que tout le monde, à avoir un rapport à la ville différents des uns et des autres. Donc il faut qu'on soit attentif aussi collectivement à ne pas charger nos acquéreurs d'attendus qui n'ont pas lieu d'être d'une certaine manière. C'est compliqué à formuler, mais c'est pas parce que si on considère qu'en France il y a un droit au logement, accéder à un BRS est finalement un droit comme un autre, c'est pas un privilège. Donc je pense que c'est un point qui me semblait important à positionner. Peut-être que ça répond pas complètement à votre question, but ça me semblait important de le dire quand même. Donc ça, c'est le premier sujet. Ensuite, je suis vraiment dans la même lignée que Catherine, qui a beaucoup plus élaboré la pensée, mais c'est finalement de considérer que c'est pas tellement un rapport à la propriété qui est différent avec le BRS qu'un rapport à la spéculation et donc à la captation individuelle d'une forme de rente foncière. Donc le BRS va encadrer cette captation-là individuelle, et on peut présupposer, on peut postuler, on n'a pas encore suffisamment de volume de BRS actifs en France pour le mesurer, mais on peut considérer que si individuellement j'ai moins d'intérêt personnel à encadrer le développement de mon territoire, à limiter cette idée qu'on développe souvent de je ferme la porte derrière moi, c'est-à-dire que j'achète un logement, je m'installe sur un territoire et je bloque la capacité d'autres à venir parce que potentiellement ça dégraderait la valeur de mon bien et mes capacités à les valoriser. On peut peut-être, c'est plutôt sous cet angle-là qu'il me semble intéressant de penser le BRS. Et finalement, dès lors qu'on est moins dans une captation individuelle, est-ce que ça ne peut pas, enfin, est-ce qu'on n'a pas finalement un regard beaucoup moins individualiste, mais c'est pas tellement égoïste, merci, et au développement de la ville. Et c'est peut-être ça qu'il faudrait qu'on soit capable d'observer, c'est comment ce rapport-là change. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc c'est pas les gens qu'on investit d'une mission, mais c'est plutôt ce qu'ils représentent et ce que le parc dans lequel ils habitent peut permettre de faire à la ville. C'est pas eux qui sont chargés d'une vocation militante ou en tout cas de effectivement faire la révolution sur le territoire. Il n'empêche, vous avez été plusieurs à parler de la question de la propriété. Isabelle, vous parliez de propriété avec moins de droits ou plus. Catherine, vous disiez que ce n'est pas une propriété au rabais. Comment vous qualifieriez cette propriété augmentée peut-être ? Alors moi je pense qu'elle est augmentée parce qu'elle répond à une situation contemporaine qui fait que la propriété classique, elle se dégrade. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on achète un logement, normalement, tout le monde a un appétit pour la propriété en France, ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Légitime, parce que c'est une protection au moment de la retraite, c'est un toit sur sa tête, c'est un héritage pour ses enfants, c'est éventuellement un revenu, etc., etc. Mais il y a des situations contemporaines aujourd'hui qui font que cette protection-là, elle n'est plus aussi garantie qu'avant. Enfin, il me semble en tout cas. Donc, par exemple, le climat. Un ouragan, une inondation, un risque de submersion, gonflement des sols argileux, etc. Bon, le BRS n'empêche pas ça, hein, mais enfin si les sites sont bien choisis, normalement, oui. Mais en tout cas, il y a ça qui est moins garanti. La plus-value, qui est quand même quelque chose après quoi on court aussi, là, on ne court pas après, parce qu'on sait qu'il n'y en aura pas. Mais dans la vraie vie et dans la vraie propriété, c'est pas comme ça qu'il faut le dire, mais dans la propriété classique, tout le monde cherche à faire une plus-value, et s'il n'en fait pas, considère qu'il s'est fait avoir ou qu'il s'est trompé, etc. Oh bah si. Oh bah non, pardon. Il va falloir développer. Alors, excusez-moi, mais moi, je viens de Lille, qui n'est pas réputée pour être la ville la plus riche de France. Je viens moi-même d'un milieu assez modeste. Quand on a envie d'être propriétaire dans ces milieux-là, en fait, on a envie de l'être pour la vie. On ne pense pas à sa plus-value. Hein. La plus-value, c'est déjà la pensée de celui qui se dit
qui va plusieurs fois dans sa vie être propriétaire. Oui, mais c'est quand même quand on parle du parcours résidentiel. Le parcours résidentiel, c'est bien, j'achète, je revends pour acheter un peu plus grand. Non, ça c'est le parcours résidentiel de gens avec un certain niveau de revenus. Oui, mais c'est ce qu'on vend comme rêve, peut-être. Moi je ne sais pas ce que je vends comme rêve et je ne crois pas que les élus au logement qui sont dans la salle vendent nécessairement cela comme rêve. Ce qu'on vend comme rêve, c'est plutôt le droit au logement pour tous, le droit, en l'occurrence, dans certains cas, à la ville pour tous. Et une bonne partie des propriétaires ou des copropriétaires auxquels on s'adresse n'envisagent pas nécessairement de revendre leurs biens un jour. Ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas le faire et qu'ils n'ont pas le droit de le faire et qu'ils ne le font pas. Mais je pense qu'il y a un petit biais honnêtement, dans l'analyse. Écoutez, on ne parle pas des mêmes gens. Alors. Non, mais peut-être qu'ici, dans ce cénacle, on parle d'un droit à la ville et pas de marché spéculatif. Mais en fait, le marché immobilier d'accès à la propriété, il est extrêmement spéculatif. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et je suis tout à fait d'accord avec l'analyse qu'a apportée Isabelle sur les multipropriétaires. L'une des raisons pour lesquelles on a voulu pousser l'accession à la propriété, y compris abordable, avant même le BRS avec les opérations à taux de TVA réduit dans les opérations de rénovation urbaine, c'était aussi pour faire baisser le taux d'investisseurs dans nos villes. Que la propriété soit de préférence de la propriété occupante plutôt que de la propriété poussée par des multipropriétaires. Je ne conteste pas l'analyse. Simplement là, le public, puisqu'il s'agissait de savoir comment on qualifiait la propriété mais moi, je la comparais à la propriété classique. Je ne parlais pas du tout de la propriété du BRS. Je parlais des avantages, entre guillemets, promis par la propriété et qui disparaissent, de mon point de vue, de certains marchés. Parce qu'il y a certains marchés qui sont spéculatifs et puis il y a certains marchés où le prix diminue. Et on a connu des dérives vis-à-vis de ça, où potentiellement l'acquéreur à l'origine n'était peut-être pas dans cette volonté spéculative, mais au regard des marchés, ils ont bénéficié de dispositifs des fois aidés ou abordables. Et on a connu, même chez nous, Kéredes, des logements livrés qui affichaient 2 jours après un à vendre, parce que le marché était bénéfice aussi. Donc on a aussi eu ces dérives ces dernières années. Ce matin, on a beaucoup parlé aussi des questions de communication. J'ai souvenir aussi que la question néanmoins du cadre contraint des reventes et du prix de revente avait pu être un des points sur lesquels il y avait nécessité de beaucoup faire de pédagogie au moment des acquéreurs, sans vouloir prendre parti ni pour l'un pour l'autre. Mais c'est vrai que tout le discours, y compris véhiculé par les médias sur les marchés immobiliers, c'est tout de suite qu'est-ce que vous pouvez en espérer sur le temps long. Cécile Lagman, vous voulez réagir et après. Non mais oui, effectivement, en fait, je pense je crois que fondamentalement, on est d'accord. Je pense que les gens, quand ils achètent parce que c'est un projet, c'est le projet d'une vie, tout en sachant que ce sera peut-être pas le dernier projet immobilier de leur vie, mais il y a à la fois et ce qu'on essaye de vendre en BRS, mais je pense que, et y compris dans cette salle, on a besoin de faire notre propre révolution sur la manière de parler du BRS. C'est-à-dire qu'en fait, c'est extrêmement complaisant de continuer à convaincre les personnes qui vont acheter en BRS qu'ils vont pouvoir faire une plus-value, en fait, parce qu'il y a besoin de rassurer les gens sur le fait que j'achète en BRS et en gros, je vais m'y retrouver à la fin. Je ne perdrai pas d'argent. C'est cette idée, vu qu'on encadre la spéculation, il y a toujours cette crainte un peu qui vole comme ça, qu'on va perdre de l'argent et qu'on ne va pas s'y retrouver à la fin. Et donc je pense que le discours commercial est quand même, premier réflexe, c'est de rassurer sur le fait que c'est indexé, il y a les travaux, le marché ne va pas se retourner, tout va bien se passer, messieurs, mesdames. En fait, ce qu'il faudrait qu'on soit capable d'assumer collectivement, et que le discours qu'avait Isabelle tout à l'heure, c'est-à-dire finalement, vous avez une plus-value immédiate, c'est que vous achetez, vous vivez dans l'endroit que vous voulez, dans le logement dont vous avez besoin, et à vos prix. Et donc votre plus-value, elle n'est pas reportée à dans 10 ans, vous la captez, vous en bénéficiez immédiatement. Mais c'est aujourd'hui un peu délicat. Et c'est vrai que les ménages nous demandent, non pas de leur promettre de faire des grosses plus-values, mais nous demandent d'une certaine manière de les rassurer sur le fait qu'une fois qu'ils auront vécu 10-15 ans, ils nous demandent de pouvoir les rassurer sur le fait que ce sera transmissible et sur le fait que quand ils vendront, ils arriveront à vendre. C'est une réalité. Donc nous, c'est à nous de placer le bon curseur de communication aussi dans nos discours commerciaux sur le BRS. Merci Isabelle Rey-Lefebvre. Oui, tous les sondages montrent, quand on demande aux gens
s'ils souhaitent être propriétaires, à 85%, ils souhaitent être propriétaires. Et en fait, qu'est-ce qu'ils recherchent dans la propriété? C'est d'abord la sécurité, ne pas être maître chez soi, et ça, le BRS le promet, pouvoir rester le temps qu'on veut. Ça, c'est très important. Donc, on a besoin de sécurité, de lisibilité dans son logement. Ça, c'est fondamental. Et aussi, effectivement, peut-être quelque chose qu'on aura à transmettre ou quelque chose qu'on aura fini de rembourser. Et quand on passera à la retraite et que les revenus baisseront, on n'aura plus de charges de logement. C'est ça que les gens veulent. Et donc, le BRS, il promet ça. Il promet, vous pourrez rester le temps que vous voulez. Quand vous aurez fini de rembourser votre crédit immobilier, vous aurez quand même moins de charges. Et est-ce que vous transmettrez? Ça, c'est un peu plus flou. Mais si, ils transmettent la valeur d'usage de ce bien. Donc, en fait, les gens, ce n'est pas qu'ils veulent spéculer. Ils veulent de la sécurité. Ils veulent rentrer dans leurs frais, ça c'est vrai. Et ils veulent pouvoir y rester le temps qu'ils souhaitent. C'est ça qu'ils veulent. À plusieurs reprises, vous avez évoqué les unes et les autres, puisque pour l'instant, Olivier Sensetti n'a pas parlé, la question de... Non, mais je vais vous donner la parole dans quelques minutes, vous inquiétez pas. La question du collectif versus un égoïsme de la société ou des gens. Isabelle, quand on préparait cette table ronde, on m'avait quand même expliqué qu'en même temps, la copropriété, les règles qui régissent la copropriété, c'est quand même une sorte de carcan réglementaire qui permet de faire en sorte que les individualités puissent s'opposer au collectif. Et dans le BRS, on reste quand même dans le cadre d'une copropriété, contrairement à l'habitat participatif, souvent qu'on verra dans quelques instants. Oui, moi j'ai pas mal étudié la copropriété. La copropriété, le droit de la copropriété, la loi de 65, elle a été faite par des juristes, gardiens de la propriété. D'ailleurs, la copropriété est sous la tutelle du ministère de la Justice, de la Chancellerie, qui est le gardien de la propriété, et non pas au logement. C'est un vrai problème, avec l'idée qu'il fallait protéger les droits individuels face au collectif. Et pour moi, la copropriété est aujourd'hui assez dysfonctionnelle parce qu'elle fige, elle empêche l'évolution des immeubles, notamment leur rénovation. Le syndicat de copropriété n'est pas assez doté d'outils, de pouvoir, notamment d'un fonds de réserve, contrairement aux coopératives, où les coopératives, elles provisionnent déjà la future rénovation et réhabilitation de l'immeuble. Donc, il me semble quand même que la copropriété n'est pas un statut assez adapté à la pérennité de l'immeuble et des OFS. Et ça, c'est un problème. Et surtout, il faut trouver des moyens financiers, peut-être constituer un fonds de réserve beaucoup plus important que le fonds de travaux actuel des copropriétés qui assure la pérennité de l'immeuble. Merci. Ça pose quand même la question aussi de la compréhension et de l'acceptation de ces fonds et du fait de mettre de l'argent pour des choses qui seraient plus tard. Audrey Linkenheld, vous étiez aussi, quand on a préparé cette séquence, dans l'idée que être propriétaire, ça ne s'improvisait pas et qu'il fallait quand même, un peu sur le modèle de ce que dit Isabelle, avoir peut-être regardé à réfléchir à la gestion des immeubles un peu différemment. Oui, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui nous a motivés au départ, quand on a imaginé ces outils, qu'on a essayé de promouvoir l'habitat participatif, qu'on en est venu ensuite à inventer le BRS, c'était une façon de vivre la ville et de faire en sorte que ceux des locataires qui avaient envie d'être propriétaires dans la ville puissent l'être. Moi, je ne suis pas pour que tous les Français soient propriétaires, mais je considère que ceux qui ont envie de l'être doivent pouvoir l'être sans qu'on les mette évidemment en difficulté financière. Et le constat qu'on a assez vite fait, c'est que pour certains qui avaient été locataires toute leur vie, avec leurs parents, avec eux-mêmes, devenir propriétaire, c'était quelque chose de forcément complètement nouveau et que ça nécessitait un accompagnement. C'était vrai avant qu'on invente le BRS et ça reste vrai maintenant. Je pense que
Je ne sais pas si je suis aussi optimiste qu'Isabelle sur le fait de pouvoir révolutionner la copropriété. Je m'y suis essayée avec d'autres en tant que parlementaire à plusieurs reprises, et ça reste encore un outil jalousement gardé par la chancellerie. Mais en tout cas, c'est aujourd'hui un outil qui est très développé, qui est complexe et qui, je pense, effectivement, mérite un accompagnement, mais pour tout le monde. En tout cas, pour tous les primo-accédants, peut-être même parfois pour les secondo-accédants, même si, encore une fois, moi, je pense que dans les catégories moyennes et populaires, on reste longtemps primo-accédant. Je pense que ça nécessite un accompagnement, pas spécifique au BRS, même s'il y a des petites subtilités liées au BRS, mais pour tout le monde, et particulièrement dans la copro, parce que dans la copro, il y a la vie avec les autres. Il y a la vie chez soi, il y a les parties communes, il y a les espaces extérieurs, etc., qui rendent les choses encore plus complexes, avec néanmoins des outils de délibération collective qui sont sans doute imparfaits, mais qui existent, qui sont celui du statut de la copro, qui justement est fait pour que chacun soit à la fois bien chez soi et bien avec les autres. Et je pense que c'est quelque chose qu'on doit sans arrêt rappeler, notamment à l'échelon local, parce qu'il me semble que c'est le bon échelon pour organiser, c'est ce que nous on fait à Lille, mais d'autres le font aussi, des ateliers d'information sur c'est quoi être copropriétaire, à quoi ça m'engage. Et puis parfois il y en a qui renoncent parce qu'ils se disent finalement, bon, être locataire ça me va, parce que ça veut dire qu'en cas de difficulté, c'est le propriétaire qui gère, c'est pas moi. Quand on a la chance d'avoir un propriétaire correct, ils sont quand même majoritaires. Et puis d'autres disent non, je préfère prendre le risque parce qu'il y a les avantages qui vont avec, qu'on a indiqué tout à l'heure. Je suis chez moi, un jour je paierai peut-être plus de charges, voilà, je serai protégée, je pourrai le cas échéant transmettre à mes enfants, etc. Voilà. Donc je pense qu'en effet, ça ne s'improvise pas, encore moins aujourd'hui qu'hier, et qu'il faut probablement collectivement, on soit plus fort dans l'accompagnement de ce que c'est qu'être propriétaire, et particulièrement copropriétaire et accessoirement en BRS. Merci. Catherine Sabat, vous souhaitiez réagir sur ce point ? Oui, juste sur les collectifs et individuels. Cécile disait on ne peut pas demander aux acquéreurs de BRS d'être des militants, mais on ne peut pas leur demander non plus d'être complètement vertueux. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a du voisinage ou des élus qui refusent le logement social, mais qui acceptent le BRS et qui, quelque part, acceptent une accession sociale qui va peut-être transformer des gens en nimbiste aussi. Et donc, une fois qu'on est propriétaire, même si le capital de sa propriété ne va pas être dévalué parce qu'il ne sera pas tellement modifié, on peut avoir des réflexes égoïstes comme les autres, en fait. Voilà. Merci. Olivier Sensetti, vous avez promis de vous donner la parole. Qu'est-ce que ça vous inspire les propos ? Attention, je vais la garder. Ah ben, on a encore un petit peu de temps. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces propos ? Parce que finalement, cette logique de apprendre à vivre ensemble, de savoir comment on vit dans une copropriété, enfin, tout ça, c'est des dimensions qui, dans l'habitat participatif, sont traitées différemment, ne serait-ce que de par le statut juridique, souvent, mais aussi par le fait que peut-être l'habitat participatif, c'est quelque chose de voulu par les gens qui travaillent un projet. Ouais, c'est peut-être plutôt ça. C'est la volonté, parce qu'on a les statuts qu'on n'appelle pas de côté, des formes sociétaires, mais on a aussi des copropriétés à essayer de gérer, à co-gérer voilà, de manière participative. Donc qu'on essaie de faire évoluer. Alors, les habitants s'en emparent, jouent avec la loi de 65, mais créent un règlement intérieur. Vous voyez, on est un peu des détourneurs d'à peu près tout, d'à peu près toutes les contraintes, pour pouvoir arriver effectivement à faire collectif. Et voilà, donc nous, ça nous va bien le démembrement, parce qu'on parlait de propriété augmentée. Moi, je me rappelle des publications du PUCA dans les années 2000, où on parlait de démembrement. Nous, ça nous va bien, on est dessus depuis le début. Audrey Lincolnel l'a rappelé, l'habitat participatif, la loi Allure et les OFS, c'est en même temps. Et on suivait déjà la question des CLT avec les copains de Belgique, et puis on avait lu des trucs sur ce qui se passait aux États-Unis. Voilà. Donc nous, le démembrement, ça nous va bien. La non-spéculation, c'est inscrit alors peut-être pas tout le monde, mais disons dans la majorité et en tout cas pour le mouvement que je représente, Habitat Participatif France, la question de la non-spéculation, la question du droit au logement, du droit pour tous, de la mixité, etc. Mixité sociale, générationnelle, parfois culturelle, c'est encore un vaste sujet, mais c'est peut-être aussi un des projets à venir. Tout ça, ça nous va bien. Donc après, les BRS, aujourd'hui, l'écriture des BRS convient bien à certaines formes de statut de logement, donc la copropriété et le BRS, ça va bien ensemble. Par contre, on a encore des petits points dans nos pas de côté, donc les formes sociétaires, les sociétés d'attribution, les coopératives. Il y a encore des points d'ajustement juridique à faire pour que ça soit un peu mieux lifté.
Mais encore une fois, les baux à construction, les baux amphithéotiques, on a essayé aussi d'en obtenir. Nous, vraiment, c'est notre terrain de jeu depuis le début. Par contre, voilà, à chaque fois qu'on a un texte de loi qui sort, la loi Allure, c'est un peu ça aussi, hein, des choses qui ont été difficiles à mettre en œuvre. Donc le texte part des bonnes intentions. Et après, on a toujours les articles qui ne vont pas bien entre eux, ou le décret qui n'est pas signé ou qui ne permet pas de... Donc il y a encore un peu de travail à faire sur faciliter l'association BRS et Habitat Participatif. Mais en quoi les synergies elles seraient intéressantes à développer entre les deux dispositifs? Justement, dans cette optique qui est quand même, je le rappelle, celle de cette table ronde, qui est de la modification du rapport à la ville. J'y reviendrai tout le temps qui nous reste. Alors, le rapport à la ville, j'aime bien la référence à Lefebvre, ça me va très bien. Il y a un effet de masse. Aujourd'hui, on a encore... quelque chose d'un peu à part, d'un peu peut-être innovant, d'un peu particulier. Il y a certains aspects de l'habitat participatif dont on s'empare aussi dans d'autres cadres. Je pense aux conciergeries, je pense à des gens qui habitent dans un même immeuble et puis qui se mettent à faire des repas et à partager un espace qui n'était pas utilisé. Il y a des initiatives comme ça. Donc, mais nous, on a pas mal de curseurs. On a une grille multicritère pour dire c'est quoi un habitat participatif. On a pas mal d'éléments là-dessus. Donc pour l'instant, c'est des choses qui se développent pas assez. Par contre, dans nos projets, en général, on a une relation au quartier, au village, au bourg. On a des projets en zone rurale, des projets en ville, des projets en zone périphérique, des projets en quartier populaire qu'on essaie de développer. On a toujours un rapport au quartier, à la ville, à la politique. On s'appelle habitat participatif aussi. On a défini le nom à Nantes en 2009. Certains s'en souviennent. Et on l'a officialisé en 2010. Parce qu'avant, on avait plein de noms et puis on ne savait pas lequel prendre. Et on s'est dit, participatif, ça renvoie aussi à politique publique. Et à la différence de l'habitat autogéré des années 70, la question de la relation à la politique publique nous a paru importante dès le départ. C'est-à-dire la mise à disposition du foncier, mais aussi des projets qui relèvent aussi un peu de l'intérêt général. Et on pensait déjà à tous ces enjeux de transition, parce que d'entrée de jeu, on a eu ces questions environnementales, ces questions sociales, l'accès au logement, mais aussi le bien vivre ensemble. Et comment ça permet aussi, en créant des espaces communs ouverts sur le quartier, ça permet aussi de dialoguer avec le quartier. Et après, on n'est pas plus vertueux que ce qu'on peut. Donc les gens font ce qu'ils peuvent. Mais en tout cas, au niveau des projets livrés que moi je continue à côtoyer, il se passe pas mal de choses dans ces projets-là. Il y a des initiatives, on invite les gens du quartier à faire des choses dans la salle commune. Vous voyez, il y a quelque chose de l'ordre de... On s'inscrit dans quelque chose qui n'est pas uniquement l'entre-soi. Ce qu'on nous a beaucoup reproché, vous avez créé des communautés comme à l'époque des années 70. C'est pas ça le but. L'entre-soi, c'est pas intéressant de toute façon. Merci beaucoup. Audrey Linkenel, vous vouliez réagir et après Isabelle. Pour essayer de répondre à votre question, parce que vous avez l'air d'y tenir, sur le rapport à la ville, je pense que le point commun entre l'habitat participatif et ce dont on parle avec le BRS, c'est quand même cette idée, en effet, de spéculation limitée. C'était un de nos grands débats quand on a inscrit la définition de l'habitat participatif dans la loi Allure, puisqu'on peut être coopératif ou pas, donc on n'a pas le même regard sur la question de la spéculation. Mais en tout cas, ça nous a beaucoup occupés et je pense que ça montre cette idée de l'articulation entre l'individuel et le collectif. C'est-à-dire qu'on a envie, et finalement on l'assume, d'habiter dans la ville, d'être propriétaire, donc d'avoir quelque chose à soi, mais on accepte qu'on n'est pas seul au monde et on accepte pour ça de partager néanmoins un certain nombre de choses et en particulier de considérer que le sol est quelque chose qu'on laisse à la collectivité et que donc on partage d'une certaine manière avec les autres. Je pense que c'est ça le point de départ et qui a fait que c'est du réseau de l'habitat participatif, et j'avais promis que je citerai Martine Chanal, puisque c'est avec elle qu'on a écrit l'amendement, donc je le fais. C'est dans ce réseau-là qu'on a écrit l'amendement OFS en partant de toutes ces idées-là. Donc ça signe quand même bien un certain rapport à la ville. Et après, je pense que c'est aussi une concordance des opportunités, parce que c'est pas tous les jours qu'en matière de logement, on invente des choses. Et que je pense que ce qui nous occupe ici, ça occupe
tous ceux qui sont passionnés par la question du logement, de la question de la mixité, de la mutualisation, du partage, de comment on concilie les enjeux sociaux, économiques et écologiques. Mais on n'a pas tous les jours l'occasion de réformer la loi sur les HLM, la loi sur les copros, ou en tout cas, quand on essaie de le faire, on ne peut pas totalement sortir du cadre. Là, on avait 2 opportunités de partir from scratch, de zéro, avec l'habitat participatif et le BRS. Donc, on ne s'est pas privé. Mais c'est ce qui fait que le sujet ressort plus, je pense, y compris du rapport à la ville, parce qu'en fait, voilà, on avait une page blanche devant nous et qu'on s'en est saisi. Mais les questionnements qui sont les nôtres, ils s'appliquent de la manière, je pense, à tous les produits qui sont ceux du logement, ou en tout cas à tous les outils qui sont ceux du logement aujourd'hui. Merci Isabelle. L'habitat participatif, ça fait que les gens définissent eux-mêmes leur immeuble, leur logement, les parties communes, les espaces communs. Et ça imprime la vie de l'immeuble jusqu'au bout. Et d'abord, quand on demande aux gens d'inventer leur logement, ils sont très inventifs, ils font des tas de choses extraordinaires. La coopérative, alors c'est une coopérative Chamarel à Vaux-en-Velin, ils ont des paliers pour 4 logements où ils mettent en commun un grand placard et ils mettent l'aspirateur, la table à repasser, tout ce qu'ils veulent partager, et c'est pas loin, c'est sur le palier. J'ai trouvé ça génial. À Barcelone, ils ont mis la lingerie commune dans la salle de jeu, dans une grande salle de jeu des enfants, et donc en même temps qu'on fait son linge, qu'on lave le linge, les enfants jouent. Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait plein d'inventivité. Les chambres d'hôtes sont toujours toutes occupées. C'est quelque chose qui marche super. Et en fait, ces espaces communs, ils resteront après les gens. Et je me rappelle avoir visité un immeuble à Paris qui a été de 1950, qui a été une coopérative. Parce qu'en fait, en France, il y a eu un grand mouvement coopératif d'habitants après la Deuxième Guerre mondiale, souvent animé par les socialistes, les communistes, les chrétiens. Et ils ont trouvé des terrains paroissiaux, évêchés, etc. Et donc, j'ai vu une dame qui a 80 ans, qui a été dans les fondateurs de la coopérative de cet immeuble qui est dans le 20e. Et quand vous arrivez là, vous sentez que c'est un immeuble où il y a une vie collective. Et pourtant, en 71, Albin Chalandon a interdit les coopératives, non seulement les coopératives à venir, les coopératives d'habitants, non seulement les coopératives à venir, mais même elle a forcé les coopératives d'habitants à soit opter pour le statut HLM, soit opter pour le statut de la copropriété. Et cette dame, elle me dit, mais nous, on ne voulait pas être propriétaires. On voulait notre coopérative. Bon, ils ont donc opté quand même pour la copropriété. Le prix n'est pas anti-spéculatif, mais quand vous arrivez dans cet immeuble, qu'il y a cette grande salle commune, qu'il y a un grand jardin, enfin un grand à la parisienne, tout est relatif, vous sentez qu'il y a une vie collective. Et elle me dit, les jeunes, ils demandent des détails sur l'histoire de l'immeuble, pourquoi c'est comme ça, et ils veulent recréer cette vie collective qu'il y avait. Donc l'immeuble, la façon dont il est conçu, ça imprime la vie jusqu'au bout. Est-ce que vous êtes d'accord, monsieur ? Merci beaucoup. Oui. Vous vouliez répondre, Olivier Sensedi ? D'accord, oui. Donc oui. Cécile Hagman, la COP foncière, est engagée dans des opérations qui associent BRS et habitat participatif. Est-ce que vous vous retrouvez dans tout ce qui vient d'être dit sur les complémentarités des 2 dispositifs au regard de ce que vous êtes en train de travailler ? Oui, bien sûr, il y a cette complémentarité, elle a été bien rappelée par Audrey. C'est finalement, le BRS, il sort un peu aussi du monde de l'habitat participatif, et il s'inspire du monde de l'habitat participatif, et finalement, c'est un prolongement d'un certain nombre d'ambitions portées par l'habitat participatif, à savoir notamment
caractère anti-spéculatif, mais déchargé de l'obligation d'avoir une dynamique d'un groupe. En fait, on est capable de produire du BRS sans avoir forcément de coopérative d'habitants. Nous, pour l'instant, à la COP Foncière, on a travaillé l'habitat participatif et le BRS, mais en renonçant au côté coopératif d'habitants, c'est-à-dire en travaillant sur la co-conception, sur les espaces communs, sur des immeubles et des ensembles immobiliers qui embarque un certain nombre de propositions et d'objets d'intérêt du futur groupe de premiers habitants. Et Frédéric Copimo, qui est largement représenté dans la salle avec Manuel Laforêt et Christian Chevet, a porté un certain nombre de projets avec la COP Foncière dans ce type d'habitat participatif en BRS. Et aujourd'hui, la question à laquelle on est confronté et à laquelle on tâche d'apporter une réponse, c'est comment on peut aller à l'étape d'après, c'est-à-dire accompagner une coopérative d'habitants à être dans un cadre BRS en tant que tel. Donc là, on a un certain nombre, et on avait un atelier de travail ce midi organisé par Florence Combe, mais on essaye d'identifier les freins qui sont dans la loi et qui nous rendent compliqué ou fiscalement inintéressant d'être dans ce dispositif. Donc moi, je pense que c'est des dispositifs qui se complètent. Le BRS, l'habitat participatif, c'est quand même l'avènement de la propriété collective, donc en mettant un peu en retrait la propriété individuelle. Quand on est en coopérative d'habitants, on est détenteur de part d'une coopérative, on n'est pas... voilà. Non, on n'est pas toujours en coopérative, mais c'est ça c'est ça un peu l'objet, c'est l'habitat participatif, une des dynamiques, et aussi la question de c'est la gestion, la propriété collective, la gestion collective. Le BRS, c'est quand même plutôt un produit qui aujourd'hui propose une propriété individuelle avec quelques encadrements. Merci. Sandrine Guégan, vous vous retrouvez, j'imagine, pleinement dans ce qui vient d'être dit sur la question de l'implication et de faire participer les habitants à leur cadre de vie, parce que ça, c'est une démarche que vous avez développée chez Querides depuis avant même la création du BRS. Oui, parce qu'en effet, on était sur cette problématique, notamment de rapport de propriété à passer à la copropriété. Querides aussi a un syndic de copropriété et on a engagé, il y a une dizaine d'années dans nos programmes, la réalisation d'espaces communs partagés qui prenaient forme différentes, salles communes, terrasses partagées, où on a trouvé l'opportunité de pouvoir travailler sous forme d'ateliers participatifs pendant le chantier avec l'ensemble des acquéreurs sur ces usages, les usages de ces espaces partagés. Ça nous a permis de créer des rencontres entre les acquéreurs avant qu'ils soient livrés de leur logement, avant qu'ils se confrontent à la problématique de la copropriété. Et avec notre syndic de copropriété, on a pousser un petit peu ces ateliers participatifs au-delà des usages de ces espaces partagés, mais avec une acculturation justement sur c'est quoi d'être copropriétaire demain, comment ça fonctionne. Et donc on a commencé comme ça sur ces démarches participatives, on ne parle pas d'habitat participatif sur ces sujets-là. Et on a développé plusieurs opérations et au fil de l'eau, on a aussi eu des opérations d'habitat participatif qui ont été également impulsées par les collectivités, les aménageurs, puisque ça faisait partie des demandes qu'on avait. Et dernièrement, on a eu cette thématique de démarche participative sur des opérations intégrantes du BRS qui nous a amené à nous re-questionner sur comment on pouvait intégrer une participation des habitants sur des logements en BRS avec des prix de vente plafonnés, dans des délais d'opération d'aménagement en quartier en rue ou dans des actes, donc avec des plannings qui devaient être tenus. Et on a en effet travaillé sur des démarches qui sont aujourd'hui des fiches d'action en PLH de Rennes Métropole, et on parle de production participative, donc qui permet d'offrir une participation aux futurs acquéreurs sur différentes thématiques, à la fois une personnalisation de leurs usages de leur logement sous forme d'options individuelles au moment du contrat de réservation, des choix de préférence et donc une participation sur l'architecture de leur résidence, puisque là, ils ont la possibilité notamment de choisir le type d'ouverture de fenêtre et leur localisation en fonction de leur aménagement de logement. Et puis on retrouve cette notion d'espace commun et partagé avec des ateliers sur les usages qu'on mène tout au long de la période de chantier.
Et on ouvre un peu plus, puisque maintenant les parties prenantes de ces opérations avec des démarches participatives, elles sont aussi menées avec les aménageurs donc, et les quartiers. Donc des thématiques un peu plus mises en forme avec des ateliers sur la connaissance de son futur quartier. Sur l'acculturation sur le mode constructif de son bâtiment, puisque l'idée était vraiment de se dire qu'il faut que l'acquéreur s'approprie sa résidence. Il n'est pas que propriétaire d'un logement. Il est partie prenante de sa copropriété et puis la copropriété dans le quartier. Et le lien pour créer... le fonctionnement pour créer du lien, puisque c'est vraiment ça, c'est que les gens se connaissent, qu'ils commencent à créer du lien bien avant qu'ils rentrent dans ce système de copro, c'est de tenir un fil directeur avec des rencontres régulières. Et on travaille donc dans ces démarches participatives sur plusieurs temps forts tout au long de la conception et du chantier pour tenir justement ce lien, les faire rencontrer sur des différentes thématiques qu'on peut mettre en place. Merci beaucoup. Catherine Sabat, ce que vient d'expliquer aussi Madame Guégan, c'est que typiquement, la concertation, elle allait au-delà de je mets une cuisine ouverte et fermée. C'était aussi, je décide, en tout cas en accord avec l'architecte, qui a un droit de veto, vous ne l'avez pas dit, mais voilà. Il y a un droit de veto, il y a un gros travail avec les services instructeurs en amont, parce que c'est des PC modificatifs également à un moment donné. Donc là, on est quand même sur une vraie concertation et pas quelque chose où vous changez 3 pots de fleurs d'emplacement. Quiconque vous a déjà entendu parler sait que vous êtes très attaché à la question de la qualité du bâti et du logement. J'imagine que ce genre de démarche, c'est plutôt quelque chose que vous accueillez favorablement, comme pouvant participer quand même effectivement d'une autre façon d'habiter, de choisir et de ne pas être finalement contraint d'habiter dans un endroit qui a été pensé pour nous sans qu'on puisse intervenir et faire modifier les choses durablement. Oui. Non, ça ne va pas suffire. Alors, je vais repartir d'un peu plus loin. Et de la participation avec une autre acception du terme. Donc la participation, de mon point de vue, c'est aussi de demander aux gens ce qu'ils veulent, enfin en tout cas de leur demander leur avis, et au-delà de la cuisine ouverte ou fermée, mais même c'est où est-ce qu'ils ont envie d'habiter. Donc j'en profite pour... signaler une petite étude que nous venons de faire avec, entre autres, comme coordinateur Alexandre Coulonde, qui était là ce matin, qui s'appelle « Habiter ou pas » et qui étudie en fait la demande de logement via les données du Bon Coin et qui donne une carte un peu différente de celle qu'on a l'habitude de voir de là où les gens ont envie d'habiter et de là où les gens peuvent ou veulent habiter. Et je me dis que en fait... c'est une question de choix, la participation. C'est-à-dire que le BRS, l'habitat participatif, c'est un choix en plus quand il existe, sur les territoires où il existe. Et on choisit sa ville, on choisit son quartier, on choisit le type d'habitant qu'on veut être, le type d'occupation qu'on peut avoir. Et tout ça, ça doit être possible, rendu possible par des politiques du logement. Aujourd'hui, ça ne l'est pas tellement parce qu'il y a un marché qui contraint énormément et que le seul choix qu'on a, ou souvent, en fait, c'est de trouver un logement qui correspond au budget qu'on a. Donc, l'habitat participatif et le BRS répondent à ça et je trouve que c'est formidable et que ça pourrait ouvrir un troisième secteur entre le monde locatif, social ou privé et puis le monde de la propriété et un secteur qui devient important, on l'a vu ce matin, il y a quand même beaucoup de projets qui sont lancés et qui pourraient à terme réguler le reste du marché ou en tout cas fabriquer une troisième voie, quoi. Voilà. Donc je trouve que ça fait partie de la participation et puis au-delà des logements, c'est aussi les documents d'urbanisme qui pourraient être co-conçus, co-construits, co-élaborés et qui feraient que peut-être ça rendrait plus acceptable un certain nombre de décisions qui sont prises et qui sont imposées à des habitants qui ne sont pas au courant. Alors parfois ils sont de très mauvaise foi, mais parfois pas. Et donc s'ils savaient quand ils arrivent quelque part que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, il va se passer ça, peut-être que cette participation-là les rendrait plus participants eux-mêmes. Et en fait, le fait d'être inclus dans une démarche participative à l'échelle plus grande que celle de leur logement pourrait rendre la vie urbaine un peu plus paisible. Et après, bien sûr, la participation sur la qualité des logements.
il me semble là qu'il y aurait beaucoup de choses à capitaliser et que peut-être on ne le fait pas assez. C'est-à-dire que des projets participatifs, il n'y en a pas des milliers non plus, mais il y en a un certain nombre dans lesquels on retrouve des locaux communs, des chambres d'amis. C'est souvent un peu la même chose qu'on retrouve. Donc peut-être qu'il faudrait documenter ça de manière un peu plus systématique pour voir s'il n'y a pas d'autres choses à inventer. Il y en a sûrement. Regarder un peu chez nos voisins ce qui se passe, etc. Et puis aussi, ne pas trop faire rêver les gens. Parce que d'un côté, on a standardisé le logement en dégradant sa qualité, mais il ne faut pas dire on va tout faire autrement, parce qu'en fait, ce n'est pas possible. Et ce n'est pas possible d'accepter tout ce dont rêvent les habitants. Ce serait bien, mais ce n'est pas possible parce que les contraintes économiques, elles sont bien là quand même. Donc oui, pour faire participer les habitants, oui, pour capitaliser vraiment, puisque ça pourrait servir à tout le monde, mais je déteste ce mot, mais en restant un peu raisonnable quand même. Sandrine Guégan, vous vouliez réagir et après Audrey Linkenheld. Non, je voulais réagir sur cette notion d'avoir aussi des incitations, c'est-à-dire que l'objectif étant en effet de pouvoir voir la production du logement un peu autrement également. La démarche participative qui est menée, elle nous permet aussi, nous, de nous re-questionner sur la façon de faire du logement. Cette question de comment on fait du logement, comment on vit la résidence et comment on a ce rapport à la ville, elle est assez importante. Les documents d'urbanisme sont souvent très contraignants dans les PLU, surtout, les AC. Être incitateur, que les collectivités incitent aussi à réfléchir à la conception du logement différemment, elle est importante. Parce que sinon, on a cette production qui reste très normée. La promotion immobilière a sa façon de faire, et puis c'est assez récurrent. Et de pouvoir, au moins à petite échelle, et on n'est pas sur l'ambition de l'habitat participatif, mais pouvoir questionner l'usager demain sur ce qu'il attend par une forme de participation à la conception ou à la production de son logement, est une ouverture à voir la conception du logement, mais de la ville aussi différemment. C'est ce qui est là pour le coup assez initié dans le PLH de Rennes Métropole, qui incite cette notion de VFA participative et qui n'est pas seulement orientée vers les bailleurs ou les coopératives HLM. C'est vraiment ouvert pour l'ensemble des producteurs de logements. Et je trouve que ça, c'est aussi un plus. Et sur la capitalisation, vous allez capitaliser puisque vous allez faire des audits. En effet, on a donc une opération de 62 logements, dont 30 en BRS, qui s'appelle Les Partitions à Rennes, qui est une opération expérimentale, notamment de la VFA participatif, où on mène des audits aux différentes phases d'avancement. Donc là, on est en train de réaliser l'audit sur la partie montage et commercialisation des premiers logements. Et on aura des audits tout au long de la vie de l'opération jusqu'à 1 an, 2 ans après le parfait achèvement, parce que la démarche participative, elle ne s'arrête pas à la livraison du logement. On va jusqu'à la fin des garanties, la mise en place justement de la copropriété, pour voir si tout ce qui a été travaillé sur les usages fonctionne. Il y a l'audit à un moment donné des usages. Et ces audits ont vocation à servir à retravailler les autres opérations au regard de ce qui sera ressorti lors de ces ateliers. Ouais, c'est un gain qu'on a pu voir, c'est qu'on a eu plusieurs opérations avec des démarches participatives, c'est qu'il y a vraiment à capitaliser sur les attentes des ménages qu'on voit au niveau des ateliers. On a toujours des idées préconçues et surtout quand on est en production participative où on fait le programme avant d'avoir les acquéreurs, de vouloir aller un peu vite et puis on va déterminer des espaces, des volumes partagés avec potentiellement des destinations et on se rend compte avec les ateliers que c'est pas forcément les attentes et ça nous permet au fil des opérations avec ces audits de pouvoir un peu aussi soit donner un peu plus d'ouverture et moins figer les choses, soit réorienter un peu notre façon de construire nos programmes. Merci beaucoup. Audrey Linkenheld, vous souhaitiez réagir ? Oui, je voulais juste souligner que je trouvais intéressant les 2 témoignages parce que je pense qu'ils montrent chacun à leur manière qu'on essaye à la fois de rêver
une ville un peu idéale dont on a envie, tout en restant ancré dans la réalité de cette ville. Moi, je partage assez ce qui a été dit sur le fait que toutes ces inventions, ces outils, BRS, habitat participatif, sont l'occasion de faire mieux, différemment, mais que ça doit rester raisonnable au sens où ça doit rester faisable. Et c'est ce qu'on a toujours dit et ça nous a valu là aussi quelques vifs débats, mais sur l'habitat participatif, on a, en tant que législateur, toujours souligné que ça ne devait pas être exorbitant du droit commun. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est participatif que ça permet tout d'un coup de s'exonérer, par exemple, de la mixité sociale, générationnelle et fonctionnelle qu'on va imposer à toute autre opération à travers soit le document d'urbanisme, le plan local de l'habitat, et que ça n'est pas non plus exorbitant du droit commun au sens financier du terme. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que ça part de super bonnes intentions que, comme par miracle, ça va coûter moins cher que les autres opérations. Je ne dis pas que ça doit forcément coûter plus cher, mais ça ne coûtera pas moins cher. Et je trouve que les témoignages montrent bien cet ancrage dans le réel, donc ce rapport à la ville telle qu'elle est, mais aussi comment, par la capitalisation, ça contribue à la ville telle qu'on la rêve, parce qu'un des partis pris qui a toujours été le nôtre quand on a réfléchi à habitat participatif ou BRS ou de manière générale dans la loi Allure, c'était de dire que ça n'a de sens que si ça s'inscrit dans des politiques locales de l'habitat. Ça ne peut pas être des opérations comme ça prises isolément. Et donc ce qui est vrai à tel endroit ne l'est pas forcément vrai à tel autre. Chaque marché immobilier local est différent. Ça doit s'inscrire dans une politique locale de l'habitat parce que c'est la condition qu'on répond vraiment aux besoins tels qu'ils s'expriment, mais aussi qu'on sait capitaliser. Parce qu'à partir d'une opération où ça a fonctionné, on peut en faire d'autres en tenant compte effectivement de ce que vous avez dit sur la mutualisation d'un certain nombre d'espaces, la configuration des logements, les demandes que nous, on pense être celle des habitants et qui, en fait, s'expriment un peu différemment que ce qu'on avait pensé. Enfin, voilà. Je pense que c'est vraiment important d'insister là-dessus. Certes, c'est un produit dont on se demande comment on le commercialise, c'est quoi les meilleurs arguments de vente, mais c'est quand même d'abord des choses qui s'inscrivent dans des politiques publiques et dans des politiques publiques de l'habitat et de l'urbanisme, parce que, justement, il y a un rapport à la ville. C'est le sujet de la table ronde, la plénière de demain, fin de matinée. Celle où vous deviez être normalement, mais vous avez changé votre jour de présence exactement, Audrey Linkenheld. On va avoir un petit peu de temps avant de passer à la conclusion de cette table ronde sur des questions dans la salle. On a des hôtesses comme ce matin. Est-ce que vous avez des réactions? Est-ce que le débat justement sur faut-il, le BRS ne change rien? Il y a une main qui se lève tout devant. Il y a une main devant, monsieur. Pensez bien à vous présenter aussi, à nous dire d'où vous parlez. Il y aura monsieur ensuite. Allez-y. Oui, bonjour, Frédéric Roussel. Vous n'avez pas parlé du PSLA. Et si le BRS a été constitué, c'est aussi, pour certains du moins, pour lutter contre une spéculation personnelle, les effets d'aubaine résultant du PSLA. Le BRS excluant ce dispositif que j'aurais tendance à qualifier de spéculatif. Grand 1. Grand 2, je rejoins ce qui a été dit en matière de cristallisation du foncier, alors peut-être pas d'une appropriation collective, mais au moins d'une cristallisation du foncier, ce qui permet d'éviter la spéculation à long terme. Bon, dernier point, la révolution. Je n'irai peut-être pas jusque-là. La révolution, ça voudrait dire théoriquement abattre un système pour en promouvoir un autre. Je pense qu'on a plutôt eu une attitude de contournement intelligente, forcément, mais qui n'a pas abouti à une révolution, d'autant que le système a été validé jusque sur le plan constitutionnel pour éviter que l'on se retrouve dans un système trop anglo-saxon et qui respecte le droit continental. Merci. Juste si je reprends, puisque c'est moi qui ai prononcé ces mots, les mots d'Henri Lefebvre, lui, il parlait d'une réforme dont les conséquences étaient révolutionnaires. Donc l'idée n'était pas d'abattre le système, mais de le faire changer, et avec des conséquences qui l'ont fait changer considérablement et qui ont finalement renversé, en tout cas en termes de réforme agraire, le système féodal.
Sur le PSLA, je ne sais pas si quelqu'un veut rebondir ou répondre. Moi, ce que je peux en tout cas rappeler, c'est que on avait promis à l'époque, quand on a inventé le BRS à Bercy, qui était très inquiet de l'argent public que tout ça allait nécessiter, on avait promis que le PSLA s'éteindrait au profit du BRS et qu'il n'y avait donc pas à s'inquiéter, ça ne coûterait pas plus cher qu'avant. Bon. C'est peut-être pas tout à fait ce qui s'est produit, mais c'est vrai qu'il reste dans un ensemble. Alors là, moi, je suis aujourd'hui sans doute moins informée que beaucoup dans la salle, mais je pense qu'il reste dans certains territoires une cohabitation complexe entre le PSLA et le BRS. Pendant longtemps, on a entendu que le PSLA, c'était beaucoup trop compliqué et que quand, en tant qu'élu, on essayait de dire à des promoteurs ou des bailleurs qu'il fallait tenter en nous disant « Non, mais vous n'y pensez pas, on n'y arrivera jamais ». Puis comme par hasard, maintenant qu'il y a le BRS, le PSLA semble tout à fait facile à faire. Bon, moi, ça me dépasse un peu, mais je pense qu'il serait bon qu'à terme, en effet, on évite de faire cohabiter trop de systèmes. Je préfère, moi, pour les raisons qu'on a rappelées, le système du BRS. Et on sait aussi qu'en termes de liberté de jeu par rapport au plafond de ressources, les choses sont un peu différentes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une situation de coexistence, là où on avait plutôt pensé que l'un remplacerait l'autre, progressivement, évidemment. Finalement, ça ne fait que 10 ans, donc ça viendra peut-être. Mais voilà ce que moi, je peux en tout cas répondre avec mes souvenirs de l'époque sur le PSLA. En Île-de-France, pour ce que je connais, en fait, il y a des territoires à PSLA et il y a des territoires à BRS. En fait, ils coexistent, mais je sais pas. Alors, il y a peut-être, là, moi, je ne connais pas suffisamment les autres spécificités territoriales, mais nous, on voit bien qu'on est arrivé au bout du système du PSLA en Île-de-France et qu'on n'était plus capable de produire des logements en respectant toutes les équations de plafond de prix, de plafond de ressources. Alors, voilà. Donc ça, c'est nous, je pense qu'on a plutôt le BRS qui est venu en remplacement du PSLA et tout un travail à faire justement pour que les personnes qui étaient en attente ou habituées à l'approvisionnement du marché en PSLA renoncent à cette offre qui n'arrivera plus et s'intéressent au BRS avec effectivement une promesse qui est celle que vous formulez clairement, qui est de dire en fait le PSLA était spéculatif et le BRS ne l'est pas. Et ça change quand même. Je pense que ça veut dire que les élus doivent aussi être capables d'assumer ça. C'est-à-dire qu'en fait, politiquement, ça s'assume de ne plus approvisionner son marché sur un produit qui permet et qui promet ce rattrapage de capital et d'assumer qu'en fait, on va produire des logements qui, dans le temps long, vont permettre à plusieurs générations de publics sous plafond de ressources d'accéder à la propriété. Je pense que c'est un marqueur politique fort. Merci. On verra demain, d'ailleurs, dans la table ronde sur les politiques publiques, effectivement, un certain nombre de territoires qui ont fait le choix de tout passer, l'accession sociale, sur BRS. Isabelle Ray-Lefebvre. Dans la beauté du modèle de BRS, il y a les prêts à long terme qui permettent de lisser la charge sur un long temps, et c'est ça qui permet d'avoir des prix accessibles. Je disais, les coopératives genevoises, elles amortissent leurs prêts qui financent à la fois le terrain et la construction de l'immeuble sur 100 ans. Donc moi, je sais pas qu'on aille. Il y a un administrateur d'une coopérative qui s'appelle Les Ailes, qui a été fondée par les salariés de Swissair, qui n'existe plus. Il disait, mais c'est pas difficile de faire du logement pas cher, il faut emprunter sur longtemps. Oui, donc plus vous étalez la charge, plus vous arrivez à faire des logements pas chers, mais à la condition, évidemment, de brider le prix de revente, sinon ça ne sert à rien. Merci. On avait une autre question ici. Alors, c'était plus un témoignage sur les relations entre OFS et Habitat Participatif. Éric Gérard, je suis avant tout promoteur de l'économie sociale et solidaire et après créateur avec les habitants d'un habitat participatif d'un OFS. Et c'était assez touchant parce que on a commencé ce projet en TV à 20. Les habitants avaient souhaité, le collectif avait souhaité rester en copropriété. On conçoit tout le projet avec eux, alors les espaces communs, les espaces individuels, une démarche d'habitat participatif complète et classique. Arrive la guerre en Ukraine, enfin le Covid et la guerre en Ukraine, tout le monde connaît les 15 points d'augmentation de coûts de construction, on est coincé. Le prix du bâti ne correspond plus aux revenus des habitants. Et donc, on va voir la ville et on va voir les habitants en leur proposant de basculer le projet en OFS en créant un organisme de foncier solidaire avec eux.
Ils ont réagi de manière extrêmement enthousiaste. Alors, d'abord, effectivement, ça leur permettait non pas de ne pas pouvoir acheter, mais d'acheter moins cher que ce qu'ils avaient prévu à l'origine. Mais en plus, la motivation qui les portait de manière très forte, c'était de dire que ça protège complètement notre projet participatif, parce que les personnes qui viendront ne viendront pas pour faire un gain financier, mais viendront réellement pour habiter un logement avec nous et partager le projet qu'on a décidé de mener ensemble. Et donc pour moi, il y a des relations qui sont extrêmement pertinentes et fortes entre l'habitat participatif et l'OFS. Aujourd'hui, ils sont pleinement associés à tous les actes qui ont créé l'OFS, qui sont pleinement associés à sa gouvernance. Et il y a 4 projets d'habitat participatif qui sont menés avec l'OFS. Merci beaucoup pour ce témoignage. Une autre question, réaction? Merci. Peut-être par exemple sur ce qui a été dit tout à l'heure sur est-ce que le BRS change quelque chose, ne change pas, comment il faut l'aborder, comment il faut le présenter, est-ce que ça vous évoque quelque chose, est-ce que ça suscite une réaction, une question? Allez-y. Bonjour, Sadia Lotmani d'Angéloire Habitat. Moi, j'avais une question sur la copropriété. Vous vous accordez tous à dire que le BRS, une nouvelle forme de propriété, et vous indiquez à côté que la réglementation sur la copropriété mériterait d'être adaptée en fait à l'OFS BRS. Aujourd'hui, est-ce que vous avez des idées en tête ou comment faire évoluer justement le régime de la copropriété, ou est-ce que ça veut dire que les propriétaires en BRS sont des propriétaires à protéger, à plus protéger? Alors peut-être qu'on ne s'est pas bien fait comprendre. Moi, je ne crois pas que la propriété en BRS soit une propriété particulière. Ce que je disais, c'est que ce n'est pas tellement le rapport à la propriété qui change, c'est le rapport à la spéculation. Et on n'a pas beaucoup de recul sur les BRS en copropriété, mais du recul qu'on a, pour l'instant, il n'y a pas de sujet particulier, puisque les ménages qui achètent en BRS, finalement, sont les copropriétaires, ont les droits de vote et assument aussi bien ou aussi mal, selon qu'on regarde le verre à moitié plein, le verre à moitié vide, leur rôle dans la copropriété, le syndic de copropriété et les assemblées générales. Donc, pour moi, il n'y a pas vraiment de sujet sur une évolution législative. Et alors, à la dernière question, c'est est-ce que c'est des propriétaires ou des copropriétaires à plus protéger? Je crois que c'est ça que vous avez dit. Moi, je ne crois pas. Je pense qu'il faut les accompagner parce que c'est souvent en fait, ce sont des primo-accédants. Mettons de côté le côté BRS. La question, c'est nous sommes face massivement à des publics de primo-accédants, donc qui vont commencer à intervenir dans des systèmes de copropriété qui sont quand même très complexes. On est dans une société qui promeut beaucoup la propriété individuelle, donc c'est une espèce de rêve dont on ne sait même pas vraiment la réinterroger. Donc on accède à la propriété pour se rendre compte qu'en fait c'est compliqué, c'est cher, il y a beaucoup de choses. Et que ça peut être un peu dur les premières années en copropriété quand on réalise la somme de contraintes qu'il peut y avoir à être propriétaire de son logement. Et c'est ça qu'il faut accompagner. Je pense que notre rôle d'OFS, pour faire en sorte que les parcours d'accession à la propriété se passent bien, notre rôle, c'est de faire en sorte que les ménages soient le mieux préparés et accompagnés dans la prise en charge de leur nouvelle fonction, ou je ne sais pas, nouveau statut, nouveau rôle, voilà, de copropriétaire. Mais je partage tout à fait ce qui vient d'être dit, ce qu'on a essayé de dire tout à l'heure. Enfin, pour moi, le sujet, c'est les primo-accédants, BRS ou pas BRS, et le sujet, c'est le statut de la copro, BRS ou pas BRS, en tout cas pour le tout venant. Là où il y a peut-être des particularités, c'est quand on parle, il y a eu des tentatives, il y a eu des réflexions et des tentatives d'action autour de ça, c'est quand on parle de copropriété dégradée. Où l'idée peut-être de voir comment on peut, une fois qu'on a réussi à dissocier le foncier du bâti, dissocier aussi la propriété des parties communes du reste du bâti pour faciliter la prise en main des parties communes quand on est dans des situations de copropriété dégradée. Est-ce que dans ce cas-là, le statut d'organisme de foncier solidaire peut être intéressant ou pas, en plus de ce que permet déjà une copro? C'est des réflexions qu'il y a dans certains territoires qu'on a essayé d'introduire de façon un peu balbutiante dans des textes législatifs, mais qui méritent encore de mûrir, je pense. Mais de manière générale, si on est hors de cette
évolution-là, moi je considère qu'on est propriétaire quand on est en BRS. Moi, évidemment qu'il y a des particularités, mais moi je ne suis pas pour qu'on accole un qualificatif particulier. C'est un peu comme la laïcité, quoi. Elle est ni ouverte, ni fermée, ni truc, ni machin. Je pense que voilà, quand on est propriétaire et que par ailleurs on loue le foncier sur lequel est situé le bâti dont on est propriétaire, Voilà. On n'est pas moins propriétaire ou plus propriétaire. On l'est peut-être un peu différemment sur certains aspects, mais globalement on est propriétaire et on ne va pas non plus chercher de la différence pour savoir si parfois on est locataire d'un immeuble qui lui-même bénéficie d'un bail amphithéotique, ou si on est locataire ceci ou locataire cela, ou sous-locataire ou colocataire. La base, c'est qu'on est locataire. Voilà. Après, il y a des différences ici ou là. C'est pareil pour la propriété. Mais je pense qu'il faut garder cette idée qu'un copropriétaire BRS ou un propriétaire BRS, c'est d'abord un copropriétaire et d'abord un propriétaire. Et c'est à ce titre-là d'abord qu'il mérite d'être accompagné. Isabelle Ray-Lefebvre. Oui, c'est moi qui ai dit qu'il fallait modifier la loi sur la copropriété, mais pour tout le monde, parce que je trouve qu'effectivement, la loi sur la copropriété ne dote pas le syndicat, qui représente la collectivité des propriétaires, d'outils et de moyens pour fonctionner normalement. Quand même, l'OFS, il participe à la copropriété. Donc, quel rôle il va jouer, c'est quand même pas évident. Et donc, moi, je serais pour coopérativer les copropriétés, c'est-à-dire, comme je vous dis, les doter de fonds de réserve qui peuvent être alimentés par les entrants, pouvoir emprunter collectivement. Alors, normalement, c'est possible, mais encore faut-il trouver les garanties. Et si vous voulez... Moi, j'étais une des fondatrices de l'association des responsables de copropriété. Et quand en tant qu'association, on a proposé des réformes à la copropriété. D'abord, les syndics ont très mal réagi. Bon, on était un peu agressifs, c'est vrai. Les syndics ont dit, mais les responsables de copropriété, c'est nous. Ben, j'ai dit non, vous êtes le mandataire de la copropriété, mais vous n'êtes pas responsable de copropriété. On a dit non, ce sont les copropriétaires. Et puis après, on a voulu un compte bancaire séparé. On a mis 20 ans à l'obtenir. La loi Bonne Maison de 86 prévoyait de faire un compte bancaire séparé pour que chaque immeuble ait son compte bancaire et que ce ne soit pas mélangé avec toutes les filouteries que pouvaient faire les syndics professionnels. Et entre la loi Allure, 2014, et 86, on a mis 22 ans pour obtenir ce foutu compte bancaire séparé. On a aussi proposé, par exemple, que quand il y a un vendeur, la copropriété soit prioritaire pour recouvrer ses charges, les charges impayées. Je me rappelle, j'ai été voir M. Capoulade, qui était l'un des juristes, il était déjà vieux à l'époque, qui a conçu la loi 65, il m'a dit « Madame, jamais vous n'obtiendrez ça ». On l'a obtenu. Donc, voilà un nombre d'outils pour sauver les copropriétés de l'immobilisme, des prédateurs de la copropriété, ceux qui ne payent pas, ceux qui laissent un immeuble plein de malfaçons. Voilà, il faut absolument protéger l'outil collectif. C'est ce que je voulais dire, pour les OFS comme pour les autres. Voilà. Merci. Il nous reste encore le temps. Une question, monsieur, une question, madame. Les micros vont arriver. Bonjour, Clémence Chouinard pour l'association Hameau Léger qui promeut du coup des modes d'habiter qu'on souhaite plus soutenables et plus durables. Jusqu'à aujourd'hui grâce au pailles amphithéotique et peut-être demain grâce au BRS en dissociant propriété du foncier et propriété du logement. Peut-être un premier écho parce que nous on travaille plutôt dans des territoires délaissés, des territoires ruraux, ce qui va entrer peut-être en écho avec l'étude habiter ou pas d'idéal, mais aussi avec l'absence de zonage
décidé par la Banque des Territoires assez récemment. Enfin, du coup, moi, ça me questionnait sur nouveau rapport à la ville ou nouveau rapport au territoire de manière générale. Et par rapport à ce que vous disiez sur le fait de ne pas exiger des acquéreurs qui soient plus vertueux, pas exiger qu'ils soient différents. Je pense que c'est peut-être un écho qu'on peut offrir, notamment parce que les projets d'Amo Léger, c'était des projets très inspirés par l'habitat participatif, donc avec des gens qui portaient déjà des valeurs. Et depuis qu'on les présente en BRS, on a aussi une modification du public qui s'adresse à nous, qui du coup voit des possibilités d'acquisition, alors qu'ils n'étaient pas forcément sur un aspect de projet collectif. Et moi, la question que je me posais et qui peut-être s'adresse plutôt à Madame Guégan par rapport à la démarche qui est menée par vous en tant que promoteur, c'est est-ce que cette modification, on ne peut pas l'exiger peut-être des acquéreurs dans un premier temps, on ne peut pas exiger qu'ils soient plus vertueux dans les valeurs qu'ils portent, mais est-ce que la participation ne crée pas un usage différent et est-ce que les impliquer dans une démarche participative ou juste vivre acquérir un bien par le BRS, grâce à la mixité, grâce à l'usage, ça va venir créer ce rapport. Après, bien sûr, c'est une perspective et je sais que l'audit n'est pas terminé, mais voilà. Sandrine Guégan. Non, l'audit n'est pas terminé et on a déjà livré des opérations en mixité sociale où il y a du BRS. Est-ce qu'il faudrait auditer également le fonctionnement de ces copropriétés pour voir si ça a un impact, le fait d'être en BRS? Je ne pense pas. Le volet d'être le sujet d'être un peu plus vertueux ou plus impliqué, il est vraiment accompagné dans un processus global. C'est vrai que le BRS est un outil, est un dispositif d'accession, ça ne change en rien le fait d'accéder à son logement. La démarche participative apporte un rapport à son logement, à sa résidence, ou en tout cas on accompagne un processus un peu différent qui fait que potentiellement, par cet accompagnement ou par cette participation qu'on va impliquer, mettre en place, amène une réflexion d'individuel à collectif. Et on le voit au fil des ateliers. C'est vrai qu'au départ, c'est vrai que le process en démarche participative, on part de l'individuel puisqu'on parle des options individuelles et petit à petit, avec les ateliers, on ouvre plus sur le champ de décision collective avec un processus qui fait que toute la première phase, les gens se rencontrent et commencent à se connaître parce que pour pouvoir prendre des décisions collectives, il y a besoin d'avoir aussi cette connaissance et se connaître. C'est toute cette phase qu'on met en place dans le cadre des ateliers et des échanges et de démarches participatives qui fait qu'on a une implication et une lecture de l'acquéreur différemment. Mais que ce soit en BRS ou en accession libre, je pense vraiment que ce n'est pas le BRS qui fait qu'on va s'impliquer ou être plus vertueux dans son achat. En tout cas, c'est ma position. Alors, juste pour préciser, moi j'ai entendu ce matin que la Banque des Territoires allait dézoner justement son soutien. Et deuxièmement, sur des habitants plus vertueux, mais à quel moment ils le seraient? C'est-à-dire qu'on peut espérer qu'ils soient de plus en plus impliqués dans la démarche de la vie collective, d'une propriété partagée, d'espaces partagés, etc. Mais si on leur demande ça à l'entrée, ça veut dire que quelqu'un va devoir juger de leur vertu à l'entrée. Aujourd'hui, dans le BRS, il y a des plafonds de ressources. Voilà, c'est un choix qui est fait comme ça. Mais on ne va pas non plus leur demander de montrer patte blanche sur un certain nombre d'autres choses. Enfin, ça existe dans les coopératives suisses, par exemple. Il y a de la cooptation, mais c'est un reproche qui leur est fait d'un entre-soi, justement, que vous évoquiez tout à l'heure, en disant que l'habitat participatif, ça ne devait pas être ça. Cécile Hagman. Je voulais ouvrir une autre idée. C'est-à-dire qu'effectivement, je suis d'accord, on ne peut pas demander aux gens de montrer patte blanche en nous disant à quel point ils sont plus vertueux et suffisamment vertueux pour avoir le privilège d'accéder à un emprunt bancaire pour acheter un logement en BRS. Ça, j'y crois vraiment pas. En revanche, nous, on a un OFS coopératif. Je reviens un peu sur la différence des modèles, tout ça. En fait, ça veut dire quoi être OFS coopératif? C'est pas juste être un modèle différent. En fait, c'est un modèle d'OFS où chaque habitant, acquéreur en BRS, est détenteur
gestionnaire d'une part de notre coopérative et donc de notre OFS. Et moi, je crois en revanche que ce ne sera pas 100%, mais même si c'est 5%, c'est déjà pas mal, on va réussir progressivement en établissant le dialogue avec les ménages qui sont nos sociétaires, en fait, à leur partager notre lecture et notre vision de ce qu'est la ville ou de ce qu'est être propriétaire en ville et être propriétaire dans un dispositif d'habitat non spéculatif. Et je crois vraiment à la vertu de ce modèle d'OFS coopérative qui laisse une place, qui donne une place à chacun des preneurs dans notre gouvernance. Bien sûr, hein, on a 1, 2, 3, mais en fait, si on arrive à créer comme ça des relais dans chaque résidence et à toucher progressivement le public, c'est peut-être plus à travers notre modèle coopératif, et ça rejoint le côté habitat participatif, qu'à travers le fait qu'on fait du BRS, en fait. Et coopératif. Merci. Audrey Linkenheld, et après on passe à la dernière question. Monsieur avait levé la main. D'abord, je voulais rappeler que dans la plupart de nos villes, de par les plans locaux de l'habitat et les plans locaux de l'urbanisme, la mixité, elle se fait BRS ou pas BRS. Il y a très peu d'opérations, en tout cas de logements collectifs, qui aujourd'hui ne soient pas mixtes, parce qu'on y impose une proportion de logement social et que donc... par effet miroir, ce qui n'est pas du logement social et du logement libre. Et donc, par définition, on crée de la mixité. Après, ce n'est pas tout à fait la même mixité, parce qu'on n'a pas forcément des propriétaires occupants qui s'impliquent de la même manière. Mais en tout cas, la mixité, elle n'a pas attendu le BRS pour exister. Ce que le BRS vient apporter, c'est de la mixité qui passe par de l'accession abordable à la propriété. Ensuite, pour revenir au sujet de la ville et à ce que j'ai pu dire en introduction, ce qui distingue, je pense, la France d'autres modèles, c'est que, on l'a bien vu dans les réponses qui ont été faites, il y a un double niveau de participation possible. Il y a le niveau de participation à l'échelle de l'habitat, et pour ça, il y a plusieurs formes possibles, dont l'habitat participatif qui permet d'impliquer les habitants à l'échelle de leur immeuble ou de leur lotissement avec leurs voisins. Et on a aussi en France, ce qui n'est pas forcément le cas partout, une participation des habitants à l'échelle de leur quartier ou de leur ville. C'est en ce sens-là que quand on est allé regarder comment on pouvait s'inspirer des community land trusts, on ne s'est inspiré, entre guillemets, que de la dissociation du foncier et du bâti, en tout cas prioritairement, et moins de la question de la participation des habitants, parce qu'on a d'autres outils dans nos villes et nos villages qui permettent d'associer les habitants. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles, ça a été dit tout à l'heure, même quand on encourage l'habitat participatif, en tant qu'élus locaux ou nationaux, on est aussi très attaché à veiller à ce que cet habitat participatif ne soit pas de l'entre-soi, parce que ça peut aussi arriver. Et que donc, certes, on participe à l'échelle, encore une fois, de l'endroit où on habite avec ses voisins, mais on est ouvert aussi sur les autres. Et c'est en cela où la mixité, elle est importante, parce que la participation n'entraîne pas automatiquement la mixité. Et la mixité n'entraîne pas automatiquement la participation, et c'est bien ces deux éléments conjugués qui nous intéressent pour faire la ville. Merci beaucoup, monsieur. Ce sera la dernière question, parce qu'on est déjà en dépassement de temps. Et après, les ateliers, il y avait monsieur qui avait demandé la parole. Vous avez un micro, monsieur? Alors, il avait demandé... Oui, mais alors, il est monsieur patiente depuis très, très longtemps. Alors, madame et monsieur... Alors, oui, moi j'interviens, Carole Camus. Je suis avocate au sein du cabinet TH Avocat qui accompagne plusieurs OFS. Et j'avais une observation que je voulais... une remarque que je souhaitais faire, parce qu'on n'en a pas du tout parlé sur... le rôle de l'OFS dans cette propriété augmentée, puisqu'il y a cette garantie, la garantie de rachat de l'OFS. Donc ça donne une propriété qui est plus valorisée, puisque les ménages qui acquièrent dans ce dispositif ont la possibilité d'avoir le logement racheté en cas de résiliation. Ou en cas de difficulté à retrouver un acquéreur. Alors après, il y a aussi le rôle de l'OFS dans la copropriété, dont le rôle n'est encore pas très bien défini aujourd'hui, même si on a posé les règles par le CCH. Excusez-moi, j'ai perdu le fil de mon idée, mais pour ce qui est du rôle de l'OFS par rapport à la sécurisation sur
sur l'acquisition du ménage. Merci. Cécile Lagman, peut-être la réponse sur la question de la garantie de rachat, le temps que le micro arrive jusqu'au monsieur. Alors, en plus, on va en parler juste à l'atelier d'après sur la revente. Merci, Emmanuel. On avait une grande discussion sur garantie de rachat, indemnisation. Est-ce que c'est complètement juste d'appeler ça une garantie de rachat? Enfin, voilà, on était un peu sur la terminologie, mais je pense que cette notion de propriété augmentée qui commence à faire son chemin, c'est une bonne nouvelle, mais même s'il ne faut peut-être pas qualifier la propriété, je crois que cette question de la sécurisation et qui, à travers une indemnisation, elle est essentielle aussi pour venir caractériser ce que propose la propriété en BRS. Et finalement, peut-être qu'on peut... je fais un petit détour, mais régulièrement sur les réseaux sociaux, je me bats avec des gens qui considèrent que le BRS est une spoliation. En gros, c'est une spoliation, on interdit aux classes populaires de devenir propriétaires. Donc, et en même temps, je me bats avec d'autres gens qui considèrent que c'est un privilège et que donc il faut l'encadrer, qu'il faut le sécuriser. Et donc en fait le BRS, c'est une propriété qui a des contraintes et qui a un avantage financier, un avantage de sécurisation et des contraintes sur la spéculation. Et je pense qu'il faut, je ne sais pas si ça répond complètement à la question, mais c'est cette question de la sécurisation, c'est aussi un peu la carotte en face de la contrainte de tu ne vendras pas à n'importe quel prix, mais tu vendras. Merci. Monsieur. Merci, bonjour. Christophe Glock, Procivis Alsace pour l'organisme foncier solidaire d'Alsace. Je voulais apporter une petite nuance à ce qui a été dit sur le BRS versus PSLA. Certes, il n'y a aucun doute sur le fait que le BRS est très pertinent sur les territoires tendus, où il y a effectivement une tendance à l'augmentation des prix et donc une incitation à la spéculation. Le BRS remplit son rôle effectivement complètement sur ces territoires-là où il est très attractif. Il ne faut par contre jamais oublier que les premières ventes en BRS sont relativement aisées sur ces territoires-là. L'enjeu, ça va être de montrer que le BRS est un outil qui permet les reventes successives, d'où les questionnements qu'on a eu ce matin sur le PTZ sur la deuxième revente, sur le fait qu'on ait des droits de mutation qui soient réduits également pour la suite, pour conserver cette attractivité. Mais cette attractivité, elle est liée au fait que les prix vont continuer à augmenter et que donc les reventes vont se faire successivement par rapport à un marché de l'ancien qui peut, à un moment donné, rattraper le prix du BRS. Donc il y aura forcément cette hésitation entre une pleine propriété sur l'ancien et un BRS sur la 3e, 4e ou 5e vente. Par contre, il y a des territoires où le BRS n'est pas pertinent. En Alsace, on a une bonne répartition de l'habitat sur un territoire avec des zonages extrêmement différents. Tout le monde ne veut pas habiter dans des métropoles ou dans des territoires, sous des territoires tendus, où les prix sont élevés, où le foncier a un coût élevé et où le BRS apporte cet effet de levier pour rendre effectivement l'habitat abordable. Lorsqu'on est sur un territoire un peu plus détendu, le PSLA permet effectivement la primo-accession, permet à des gens d'habiter sur un territoire où ils souhaitent habiter, mais où le marché ne va pas augmenter et ne va pas permettre la spéculation. Donc le risque spéculatif sur le PSLA n'existe pas. Donc je pense qu'il faut avoir un peu de discernement dans l'opposition BRS et PSLA. Pour moi, le PSLA reste pertinent sur certains territoires et complémentaire du BRS sur un territoire un petit peu plus large. Merci beaucoup pour ce témoignage. C'est sur cette prise de parole que nous allons terminer cette table ronde puisque nous avons déjà 8 minutes de retard. Donc merci à vous d'avoir participé, merci à vous d'avoir écouté. Je retiendrai quand même qu'en gros, les habitants, il ne faut pas exiger d'eux qu'ils soient plus vertueux et que c'est un effet qui associe l'ensemble des dispositifs dans le cadre de politique publique de l'habitat qui pourra peut-être entraîner un effet révolutionnaire. Voilà, c'était mon effort de synthèse de cette séquence. À suivre des ateliers. Je vous rappelle les salles. Introduire le BRS dans les politiques locales de l'habitat, c'est dans cette salle-ci, l'auditorium. L'accompagnement bancaire des ménages, c'est dans la salle I. Et anticiper les reventes dans la rédaction des actes, c'est salle 200. Merci, bonne continuation de travaux.